Situé au point de rencontre de l'Afrique et de l'Europe, dominé par les chaînes de l'Atlas, le Maroc offre des paysages aussi diversifiés qu'éblouissants. C'est la partie sud du pays que nous vous invitons à découvrir. Mustapha, on part pour 10 jours faire un périple dans le sud marocain. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu où est-ce qu'on va aller? Oui, ok. Le départ, c'est de Marrakech vers Ouarzazate. Et si vous avez une idée, on doit traverser le Grand Atlas où se trouve le Tizi Tishka. C'est un col? C'est un col, Tizi Tishka, il est à 2260 mètres. D'accord. Parfois, il neige et peut-être au retour, on doit avoir un petit problème avec la neige, mais Inch'Allah, on doit passer. Ouarzazate, on doit aller vers Tenrir. Ok. C'est un long trajet. D'accord. Vers Tenrir. Et d'après Tenrir, on doit aller vers Al-Foud. Et Al-Foud, comme vous savez, c'est la porte du désert. Ok. Et là, on doit rentrer vers Erkechapi, Merzouga, une des grandes dunes du sable du Maroc. C'est le début du Sahara? Oui, c'est le début du Sahara. Et là, au retour, on doit retourner vers Zagora. Ok. Dans la vallée du Dra? La vallée du Dra. Et le dernier jour, on doit reprendre la route directement vers Marrakech. C'est par une route sinueuse que notre voyageuse et son guide franchiront les montagnes du Haut-Atlas, ralliant les plaines de Marrakech aux oasis et plateaux arides du sud marocain. Passage obligé par le col du Tizi Tishka, où de nombreuses échoppes attendent les touristes. Rappelons que le tourisme est la troisième source de revenus du Maroc. Première rencontre avec l'un des animaux endémiques du sud marocain, le dromadaire. Cet animal, à l'allure dédaigneuse et à la démarche nonchalante, vit dans des régions très arides. On le trouve parfois sur les bords de route, comme ici en troupeau. Après cette halte photo, le 4x4 repart. Nouvel arrêt à Douaretioul, village de Mustapha. Alors Isa, on arrive chez ma famille, comme on a déjà parlé sur la vallée du Rose. Le village s'appelle Kal Amagouna et l'endroit où on était maintenant s'appelle Aïtioul. Comme vous voyez l'anté-Atlas, c'est au pied de l'anté-Atlas. Et tout ça s'appelle la vallée du Rose. Donc la plus belle région. La plus belle région. Parce que c'est la tienne. C'est la mienne, oui. Toujours, je l'aime beaucoup. Et en plus, maintenant, je vous invite à bever un thé chez nous. Avec grand plaisir. Bon, Mustapha, tu peux me faire une préparation, un bon petit thé. Tu peux m'expliquer comment tu le fais? Ok, Isa. Premièrement, comme vous voyez, on attend l'eau qu'il doit être cuit bien. D'accord, qu'elle soit bien bouillie. Oui. Ouais. Oui, on met le thé comme ça. Maintenant, on met de l'eau. Et vous voulez un thé sucré ou bien... Non, un thé sucré. Sucré, ok, parce que nous, on consomme beaucoup de sucre ici. Là, voilà. On prend la menthe. Comme vous voyez, elle est bien nettoyée. Oui. Parce que parfois, il y a, comme je dis d'ailleurs, il y a des insectes comme ça, quelque chose. Elle est bien nettoyée, la menthe. Vous pouvez sentir aussi l'odeur. Elles sont bonnes. Et c'est de petits jardins. C'est de notre petit jardin, la menthe. Alors, vous buvez beaucoup de thé au Maroc? Oui, non, les Marocains, on utilise beaucoup de thé. Et je peux vous dire qu'on l'utilise 5 fois par jour, 4 fois. 5 fois par jour. Et il y en a que beaucoup aussi, que le boivent beaucoup aussi. Ah oui, la mousse toujours, il faut avoir une mousse. Ok, Bismillah. Ça veut dire? Bismillah, c'est on dit au nom de Dieu. Ça sent bon? C'est très bon. Super. Après cette pause thé symbolisant l'hospitalité marocaine, Isabelle et Mustapha reprennent leur route,
croisant dans des lieux improbables le chemin d'enfants berbères venant à leur rencontre. Il arrive que les routes soient inondées par les oueds lorsque ceux-ci sont en crue. L'eau, charriant de grandes quantités de boue, peut parfois recouvrir totalement les chaussées, rendant alors la circulation très difficile, voire impossible. La voiture emprunte une piste cahoteuse qui emmène notre voyageuse dans un joli écrin de verdure. Située à seulement quelques kilomètres au sud de Ouarzazate, l'oasis de Fint est un paradis de tranquillité et de beauté, où l'on plonge rapidement dans la vie et les traditions berbères. Rachid, guide de l'oasis, emmène Isabelle à sa découverte. Le nouveau avec l'ancien, c'est les mêmes. C'est le même village, les deux. D'accord, ils se touchent. Pourquoi? Parce qu'on les utilise comme séchoir. On fait sécher les dattes pendant la récolte. Et c'est maintenant, on est en plein récolte maintenant. Rachid, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une oasis? Une oasis. Alors, une oasis, c'est un coin de verdure perdu complètement en plein milieu de désert. D'accord? Et après, cette oasis-là, elle s'appelle Fint. Fint. Voilà, Fint. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que ça veut dire. Pas du Fint. tout. Donc, ça s'appelle Fint, ça veut dire caché. Et c'est bien caché. Et cette oasis, elle fait à peu près 14 km de longueur. Ah oui. Ouais. Et on produit pas mal d'agriculture. On doit être à peu près 1200 habitants dans toute l'oasis. Il y a 4 petits villages. Et chaque famille a ses parcelles. C'est pour ça qu'on met des barrières. C'est pour délimiter et éclairer les parcelles. Et après, pour l'agriculture, on a l'agriculture par étage, ça veut dire par terrasse. On a 4 étages. On a le premier, c'est les céréales, qui veut dire le blé et l'orge et le maïs. Et après, on a le deuxième, c'est les légumes. On a des tomates, aubergines, pommes de terre, et des carottes, des navets, des petits pois, courgettes, oignons, fèves. Et après, le troisième niveau, c'est les arbres fruitiers. Regarde, là, tu as un grenadier. Juste là? Ouais, là, c'est un grenadier. Donc, il y a des grenadiers, il y a des pêches. Et le quatrième niveau et le dernier, ce sont les palmiers que vous voyez là. Mais ce ne sont pas tous des palmiers dattiers. On a 2 sortes de palmiers. On a les palmiers mâles et les femelles. Les mâles, c'est toujours eux qui nous donnent le pollen et les femelles nous donnent les dattes. D'accord. Et ils ont l'eau courante et l'électricité. Ils ont l'eau courante, l'électricité. Ouais. D'accord. Yallah. Bienvenue. On va enlever les chaussures. Yallah. On tombe bien, ils sont en train de manger, donc on va se mettre à manger. Et avant de manger, on se lave d'abord les mains. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre plat traditionnel. La tagine. C'est la tagine, c'est présenté comme ça. Donc on peut le faire avec du poulet, du bœuf, ce qu'on a comme viande. Donc là, c'est fait avec du poulet. Et après, les légumes. Dessus, c'est des légumes qu'on produit ici dans l'oasis. On coupe le pain comme ça. Tu vas manger à la berbère. Hein. D'accord. Et là, bismillah. On coupe un morceau de pain, tout petit, avec la main droite. Avec la main droite. Voilà, on coupe comme ça. Et on prend les légumes. Voilà, on met les légumes. Comme ça. Attention, c'est chaud. On y va. Et on mange. Nouveau départ pour la vallée des Roses. Cette vallée doit son nom aux milliers de roses qui effleurissent chaque année en mai et avec lesquelles sont produits savons, eau de rose et différents produits cosmétiques. Mais la rose n'est pas le seul artisanat de la vallée. La coopérative des Poignards, située dans l'ancienne Mella, perpétue la tradition des artisans juifs qui fabriquaient les manches de poignards en os de chameau et en bois de cèdre.
cette coopérative d'artisans vit essentiellement du tourisme. Ça fait longtemps que les gens de la région d'Azlac, tous, ils font le domaine du forgeron. Les faucilles, les lames, les fers des ânes, tout ça, ça veut dire qu'on considère l'artisanat du forgeron. Père à fils comme ça, pour l'instant, on peut trouver plus de 300 artisans qui font l'artisanat des poignards pour l'instant. La coopérative, avant, ça veut dire que les artisans, chacun travaille dans son atelier à la maison. Alors, les touristes ils sont obligés de rentrer chez nous, à la région. Des fois, si le groupe rentrait dans une place, tout le monde court vers eux. Alors, on a l'idée de demander l'État pour nous donner ce lieu-là pour faire cette coopérative. Et ça fait 20 ans que ça existe. Et par rapport à l'artisanat, j'ai parlé, je dis que ça veut dire on peut travailler le poignard berbère. C'est comme ce genre-là, un poignard bien courbé, avec une boule de mosquée. Par contre, le poignard touareg, c'est tout droit. Les touaregs, ils ont travaillé ça comme une épée de mettre sur la jambe ou bien sur le manche ici. Pourquoi l'artisanat simple comme ça, où il n'y a rien sur le fourreau, on le trouve par exemple avec des prix qui sont augmentés par rapport à l'artisanat qui est trop chargé. Ça veut dire, nous, pour faire un poignard trop chargé comme ça, c'est pas dur. Par rapport à l'artisanat comme ça, plus simple, il faut faire attention au fourreau, par exemple, pour ne faire pas aucune frappe sur la masse que le client arrive à voir. Et il faut essayer aussi d'arriver à lier les deux fourreaux sans le client n'arrive pas à voir où elle était soudée. Et il croit qu'elle était tous un seul fourreau. Travailler avec des facettes, mais normalement, c'est deux fourreaux qui sont soudés ici. La ville de Tinrir se situe dans une palmeraie qui s'étend sur une trentaine de kilomètres face au Haut-Atlas. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Isabelle et Mustapha en profitent pour faire quelques courses parmi les étals colorés de fruits et légumes. Ils vont rendre visite à Ali, vendeur de tapis et de bijoux berbères. Là, s'il vous plaît, asseyez, madame. Là, s'il vous plaît, c'est l'œuf de rose. L'œuf de rose, ça veut dire vous êtes le bienvenu chez une famille de sud marocain. Bismillah. Un peu sur les mains. C'est de l'eau de rose naturelle. Vous pouvez le mettre sur le visage, c'est très bon. Et pour le monsieur là, je peux mettre un peu pour la tête, comme ça, pour le cheveu. Ça va poser un peu. Ça, ouais, demain, ça va poser tout de suite. Hein. Alors, la première, c'est le tapis de Aïtouzguit, le tribu de Aïtouzguit. Et pour connaître aussi, s'il vous plaît, un tapis de Aïtouzguit, souvent, on voit la trame qui était faite avec les gens, avec le jaune. Ils sont en point noué, mais les nœuds, ils sont double nœuds. Et le couleur, s'il vous plaît, c'est du couleur naturel. Par exemple, le rouge ou bien l'orange, on peut le faire avec le henné. Vous connaissez bien sûr le henné. Le jaune, on peut le faire avec le safran. Le bleu, on peut le faire avec de l'indigo. Le vert, on peut le faire avec plusieurs plantes, soit avec le cumin, ou bien la luzerne, ou bien la menthe. Combien de temps vous mettez pour faire un tapis? Et voilà, la vérité, madame, je ne peux pas vous dire combien de temps ça prend. Non. Bien sûr, parce que la femme, elle ne travaille pas toujours sur le tapis. Parce qu'elle n'a pas que le tapis à faire de la journée. Quelquefois, elle fait le couscous. Quelquefois, elle fait le tagine. Quelquefois, elle s'occupe des enfants. Quelquefois, elle s'occupe de mari. Ah oui, hein. Quelquefois, elle se fâche avec le mari 2 mois, 3 mois, pas de travail. Hein. Pas de couscous, pas de tapis, pas d'enfants, la grève générale. Ah oui, hein. Ça n'arrive pas chez vous, madame? Ils sont beaux, hein. Ils sont splendides.
Après plusieurs kilomètres dans le Hamada, les portes du Sahara s'offrent à la vue. Erg Chebi est avec Chegaga le seul erg marocain. Ces dunes peuvent atteindre 150 mètres de hauteur. Sculptées par le vent, elles changent continuellement de forme. Dès les premiers rayons de soleil, le sable s'éclaire de toute une palette de couleurs, allant du beige à l'orangé. À dos de dromadaire, les guides emmènent les touristes jusqu'aux dunes pour y admirer le lever ou le coucher de soleil. Il est possible de rester dans ce havre de paix pour une nuit ou bien plus. Nous sommes à Erg Chebi, c'est la porte de désert, exactement à l'auberge Palmera Sedounas, une capacité de 40 tentes et 39 chambres dans 3 suites. Pour l'électricité, on a des groupes électrogènes et le système solaire avec des panneaux solaires. Et pour l'eau, on a des canalisations de l'ONEP, l'Office national d'eau potable, et aussi des puits pour la piscine et tout ça. Maintenant, on va visiter notre auberge pour savoir comment il est. Voilà, là nous sommes dans un restaurant marocain, décoré avec la décoration berbère. Là où on peut servir 60 personnes. Avec un autre restaurant, on peut servir 300 personnes, 300 couverts. Le couscous est l'une des spécialités culinaires marocaines. Il se compose de semoule de blé, de différents légumes, carottes, courgettes, potirons et de viande, selon le goût et l'envie. Voilà, nous sommes dans une suite. Je vais vous montrer la chambre, avec un grand lit, avec des décorations, ça. Avec une vue panoramique sur le lac aussi. Ça se voit d'ici le lac quand il était rempli. Là, je vous montre un petit salon. Il y a un salon ici. Là, c'est une salle de bain. Salle de bain, la douche, toilette. L'auberge Palmeiras possède un campement situé dans les dunes, où l'on peut y passer une ou plusieurs nuits. À 20 minutes de dromadaire de l'auberge, voilà un endroit où les amateurs de tranquillité pourront admirer le lever ou le coucher de soleil dans un décor digne de Laurence d'Arabie. Voilà, nous sommes dans une tente un peu cachée, avec un gros matelas comme ça, avec le lit, avec la tabizarte, la décoration locale aussi, avec une table de maquillage pour les femmes, un miroir et un petit salon pour s'asseoir et pour faire des photos. L'artisanat marocain fait appel à tous les matériaux, comme la laine, la peau de chèvre et de mouton, les métaux, pour créer un mobilier et des objets de décoration aux formes et aux couleurs variées. On trouve facilement des produits de l'artisanat marocain à travers tout le pays, aussi bien dans les souks, dans les marchés, ou bien encore dans les petites échoppes de village. Salam Saïd. Salam, ça va? Oui, et toi? Ça va très bien. Bon, prêt à partir? Ouais. Ok. Ils ont des noms, les dromadaires? Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom? Ah ouais. Bon. Eh ben, on est parti pour la balade alors. Ah ouais. Après une nuit passée dans le bivouac, Isabelle part à la rencontre des nomades. Saïd, tu peux me dire où on est exactement? Nous sommes à la porte du désert.
Nous sommes à 30 km de la frontière algérienne. On est à 52 jours de Tombouctou. Et là, la route part vers Ouzinad et Ramelia. Dégage la mouche. Les tentes nomades, appelées caïmas, sont formées de pièces d'étoffe de laine noire ou brune, généralement tissées avec du poil de dromadaire ou de chèvre et soutenues par des armatures en bois. À terre, des tapis sont disposés pour l'isolation du sol. Installée dans l'une d'elles, Isabelle va faire connaissance avec les nomades. Bon, Saïd, on est dans un campement nomade. Tu peux me dire comment ils vivent aujourd'hui et comment ils vivaient autrefois? Maintenant, nous sommes avec les nomades. Ils vivent ici. Autrefois, ils se déplaçaient pour chercher l'herbe pour leurs troupeaux, des chèvres et des dromadaires. Mais maintenant, ils se sont installés car il y a eu la sécheresse ces dernières années et ils ne trouvaient plus de pâturage pour leurs animaux. Maintenant, les nomades s'installent et travaillent avec les auberges et vivent grâce au tourisme. Et de quoi vivent les nomades aujourd'hui alors? Ils s'installent, ils font leur campement et travaillent avec des complexes touristiques qui sont sur la région. Et ce sont eux qui s'occupent de la cuisine au sein des hôtels et prennent soin des touristes qui viennent ici. Le sud marocain est une région qui recèle de véritables trésors pour les paléontologues ou amateurs de fossiles. C'est dans des carrières comme celle-ci que le Museum Fossil and Minerals, situé à quelques kilomètres d'Erfoud, emploie des hommes pour rechercher la perle rare. Bonjour. Ici, nous trouvons des trilobites qui vivaient dans la mer, qui existaient alors. Il y a très longtemps, 300, 350, 400 millions d'années. La mer était là et leurs fossiles sont restés. Ce qui s'est passé, c'est que l'eau qui recouvrait toutes ces terres s'est évaporée. Ça s'est passé sur plusieurs milliers d'années. Ensuite, pendant très longtemps, ne sont restés que de grandes mares. Les trilobites s'y sont agglutinés lorsque ces mares ont disparu. Ils sont restés et se sont fossilisés. Cela explique pourquoi nous les trouvons en si grand nombre sur de si petites surfaces. Les pierres, acheminées des carrières, sont minutieusement examinées par le chef d'atelier du musée, qui sélectionnera celles qui contiennent les fossiles les plus intéressants. Le voilà comme on trouve de la première étape les trilobites. Le voilà, on le casse et après ce sont deux parties. Après maintenant, on a besoin de le recoller comme ça. Comme ça.
Et après, on commence à faire la préparation avec des petites fraises, comme des petites machines là, et avec la sableuse et tout ça. Construit il y a plusieurs années sur l'initiative de son directeur Brahim Tahari, le musée possède une très belle collection de fossiles et de minéraux datant de plusieurs millions d'années. Pour se passionner de paléontologie et de géologie, l'objectif de ce lieu est de sensibiliser enfants et adultes aux richesses de l'histoire. Au lever du soleil, Isabelle et Mustapha reprennent la route pour le marché aux dates d'Erfoud, où ils vont retrouver Saada. Donc on est au marché là. Ah oui, le marché des dates à Erfoud. Donc Saada, on est dans la région des dates, à Erfoud exactement. Oui, c'est parce qu'Erfoud, c'est bien connu pour les dates. Et là, vous savez bien qu'il y a près de 2 400 000 palmiers dattiers, où il y a 26 qualités de dates. Et là, vous voyez, les meilleurs qu'on appelle ce majhoul, il y a fagous, il y a khalt, il y a toutes les qualités. Et chaque qualité, elle a un goût différent que l'autre. 26 variétés de dates. Toutes un goût différent. Ah oui, un goût différent, couleur différent de couleur. Comme ça, vous pouvez goûter pour bien voir. Voilà, alors, date. Elle porte quel nom? Alors, c'est une variété. Comment elle s'appelle cette variété? C'est ça qu'on appelle majhoul. Majhoul. Majhoul, ah oui, majhoul, c'est la meilleure date. D'accord. Après, là, qu'on appelle le fagous, c'est comme ça. Elle vous est voyez, petite. Elle a le même goût. Fagous, avec différents de goûts et différents de couleurs. On a encore celle-là qu'on appelle la khalt. Elles sont toutes aussi sucrées les unes que les autres? Il y en a qui sont plus sucrées que d'autres? Les autres sucrées, les autres qui sont un peu moins sucrées. C'est un jus de date. Un jus de date. On prend exemple de la date, on prend le noyau et la date, on peut l'écraser dans un grand plastique, on le prenne, on prend une grande gamelle avec de l'huile de table. On le laisse pour entre 4 heures et 5 heures sur le feu. Après, quand il devient froid, là, on le prenne, on le filtre avec un tissu et comme ça, on l'utilise toujours pour le petit déjeuner. D'accord. On peut le manger comme ça ou bien on peut le mélanger avec de l'huile d'olive pour le petit déjeuner. Avec de l'huile d'olive? Ah oui. Et ça qu'on appelle, c'est le café de noyau des dates. Ça, c'est un café qu'on peut faire avec le noyau des dates. Zagora, ville administrative située dans la vallée du Dra, symbolise l'ancienne dernière étape de la route caravanière. On peut y voir encore le panneau indiquant Tombouctou, 52 jours de chameau. Mais c'est à Tamgrout, village situé à quelques kilomètres de là, qu'Isabelle doit se rendre pour visiter les ateliers de poterie. Ici, on est à Tamgrout village, on est à la coopérative de poterie locale de Tamgrout. Cette poterie-là, c'est très connu depuis la moitié du 6e siècle par la poterie verte. Et c'est un mythique, ça se prend de père en fils, génération par génération. Et pour avoir donc la matière, c'est une terre glaise qu'on amène dans l'oasis, il y a à peu près 3 km d'ici. Et après, on prend de l'eau, comme ça, ce que vous voyez, on l'amène dans les petits trous. Regardez, ici, on prépare notre à terre, comme ça, avec de l'eau. Regardez, on la met en dessous, comme ça, bien mélangée avec de l'eau. Et ensuite, on l'étale ici toute la nuit. Donc ici, vous voyez que pour chaque famille, il y a un atelier. Et pour chaque famille, il y a un tour. Hein. Et donc, là, que vous avez vu, on prépare donc la terre. C'est pour travailler autour, pour faire donc la forme d'article. Parce que pour chaque famille, il y a une spécialité de faire son article comme des tuiles. Et chaque famille fait des plats, et chaque famille fait des tagines.
Donc ensuite, quand on a préparé des petits bols de terre, on l'amène autour pour façonner la forme, ce que vous voulez voir. Le système du tour que vous voyez, et ça marche donc à pied, parce qu'en dessous, il y a un grand disque de bois. C'est ce qu'on pousse avec le pied. Puis, aux pratiques de doigts, on fait de la forme, ce que vous voyez là. Là, maintenant, on commence à faire des petits bols de... Hein? Faut pas me regarder, regardez. Voilà, donc pour le jubjé, qu'on les laisse sécher au soleil, on amène jusqu'ici pour faire émailler. Donc on fait un mélange de 80% de manganèse, 19% de la silice et 1% du cuivre. Et ça se fait tout mélanger ici, dans ce bassin, ce que vous voyez là. Et après on prend le jubjé qui est la sèche au soleil, comme des carrelages ou des tuiles ou des bols. Regardez. Comme ça, comme on fait. Avant de le mettre au four, c'est pour que ça devienne verte, parce que c'est avec l'oxyde du cuivre, ce qui est dans la couleur verte locale. C'est la couleur de l'islam. Alors, une fois qu'il est émaillé, on amène vers les fours pour charger à l'intérieur des fours, reposés les uns sur l'autre avec un triangle qui est comme ça pour faire un passage de feu. Alors pour charger le four, ça durait 3 heures ou 4 heures. Donc quand les fours, on est fermé avec de la terre et des briques réfractaires, que vous voyez. Ensuite, en dessous, on commence à mettre les feux. C'est avec de la sure, ce qu'on a amené chez le menuisier, ou bien des herbes de palme. Et alors, le temps, ça durait 5 heures de feu. À une température, ça monte à 1000 degrés. Et la couleur qui était gris, ça change et ça devient verte. N'importe quel objet, c'est 5 heures de feu. Certaines décorations comme celle-ci sont faites avec du henné. Chaque artisan fabrique et vend sa poterie. Reconnaissables à leur motif, certaines sont importées de différentes régions du Maroc, comme celle de Fès, au décor bleu sur fond émaillé blanc, ou bien encore celle de Meknès, ornée de palmes et de rinceaux. La poterie vernissée de la région de Tamgrout, elle, est reconnaissable à son émail vert. L'usage du henné est ancestral. Les femmes l'utilisent pour la beauté, le bien-être et les rituels comme le mariage. Alors Saïda, tu vas me montrer comment on prépare la poudre de henné. Ah, on cultive le henné, on ne le trouve pas comme ça. D'abord, on cueille le henné au mois d'avril et ensuite on le livre aux épiciers. Et tu sais, à la base, le henné est une feuille. On le met dans un pilon et on le pile. Et seulement on peut l'utiliser ensuite. Il faut piler le henné, car on ne peut pas l'utiliser en feuille. C'est ça la recette. Alors Saïda, là tu me fais un tatouage. Quel genre de tatouage c'est? Est-ce que c'est un tatouage pour les fêtes? Ça c'est le tatouage pour les fêtes, les noces, les anniversaires. Alors le dessin que tu es en train de me faire, le tatouage que tu es en train de me faire, tu es en train de le créer en même temps? Tu es en train de l'imaginer ou
C'est l'aspiration qui vient comme ça? Je crée d'après mon inspiration, oui. Maintenant, les motifs, je les connais par cœur. Quand je vois les pieds, je sais ce que je vais faire. Alors pour le moment, c'est orange, mais après, ça va changer de couleur? Demain et après-demain. Demain et après-demain. Ça va noircir? Oui. Ça va devenir comment? Noir? Rouge. Rouge? Rouge. Depuis quelques années, le statut de la femme marocaine connaît quelques bouleversements. Les traditions tendent à se dissiper, mais restent encore ancrées dans les milieux ruraux et chez les plus défavorisés. Un grand nombre de femmes aujourd'hui sont analphabètes. C'est pour lutter contre ce fléau que des associations comme celle des femmes de Tamgrout se sont créées. L'association a été créée en 2002. La fondatrice est une institutrice qui donnait des cours aux illettrés. Elle a encouragé les femmes pour créer cette association. Le but principal de cette association, c'est de faire en sorte que la femme ne soit plus dépendante de l'homme, pour lui donner une émancipation morale et matérielle, et surtout pour qu'elle soit productive et qu'elle obtienne ainsi un revenu. C'est pour cela qu'on a décidé de donner des bases d'instruction. إذا باش نديرو كيفاش كنجمعوا 1 2 3 اللي هي 3 ديال ناقص 123 6 ناقص 3 Comme vous voyez, les filles viennent ici pour étudier. Il y a des femmes qui ont arrêté d'étudier pour différentes raisons. Il y a certains pères qui pensent qu'à partir de la 6e, quand la jeune fille sait lire, elle doit arrêter l'école. D'autres pensent que la place de la jeune fille est à la maison et qu'elle doit se marier. C'est pour cela que la plupart des femmes qui veulent étudier viennent ici. Vous pouvez voir les activités que l'on fait dans l'association. C'est important de connaître le calcul, si elles veulent vendre ou acheter. On fait aussi la lecture, parce qu'elles veulent communiquer avec les gens pour faire des affaires. C'est pour cela que l'on fait de l'expression et de la communication, afin de savoir lire les documents administratifs et pouvoir les signer. Chaque fille est venue ici pour une raison personnelle. Il y en a qui veulent continuer, mais par manque de moyens, elles ne peuvent pas. Tamgrout est une ville pauvre. Il n'y a pas de moyens financiers pour étudier. Ce que l'on voit ici, c'est la fabrication du couscous fait à la main. Le couscous que vous voyez là, c'est du traditionnel 100%. C'est la spécialité de notre région. La première étape est le mélange de la farine et de l'eau. Pendant la deuxième et troisième phase, on fait cuire la semoule à la vapeur, puis on la met dans un sac en plastique pour la commercialiser. On fait cela pour avoir un revenu journalier pour la femme. Le couscous traditionnel sert à faire vivre les femmes de Tamgrout. En plus du couscous, comme vous le voyez, nous avons aussi la broderie. Nous avons deux sortes de broderie. La broderie avec la peinture et la broderie fascie. Il y a des filles qui connaissent le métier de la broderie et les autres viennent pour apprendre. Comme vous le voyez là,
c'est la peinture sur tissu. Ce sont des mouchoirs que nous commercialisons dans la région. L'association participe à des foires à l'échelle nationale. Là, comme vous voyez, c'est la broderie tressée ou fascie. L'association essaie de garantir un revenu minimum journalier pour la femme, pour qu'elle puisse faire des projets. On vit ici dans la pauvreté, et c'est pour cela que nous avons décidé d'aider la femme à avoir un revenu régulier, afin qu'elle puisse aider sa famille. Comme toute association, notre association rencontre quelques difficultés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau ni de téléphone. Pour le projet d'aide à l'alphabétisation, nous n'avons pas les moyens nécessaires. C'est pour cette raison que nous avons demandé une subvention financière auprès des autorités publiques pour développer les activités de notre association. Mon souhait est que les femmes prennent des initiatives pour apporter leur édifice au développement du Maroc. Après cette émouvante rencontre avec les femmes de l'association de Tamgrout, le voyage se poursuit. Isabelle et Mustapha repartent vers Marrakech, qui marquera la fin de leur périple. Une traversée du Dra qui marie désert et palmeraie pour aller à la découverte de l'un des plus impressionnants villages fortifiés. Le Ksar Aïd Ben Haddou, situé dans la province de Ouarzazate, a été construit sur les pentes du Haut-Atlas. Ce site, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est représentatif de l'architecture du sud marocain. Derrière ces hauts murs défensifs, encadrés de hautes tours dentelées, le village ressemble à un amoncellement de casbahs construites en espalier. Le Ksar est un immense dédale de ruelles dans lequel il est agréable de flâner pour admirer cette architecture et ses techniques de construction en terre de couleur ocre. Du haut de son promontoire, le Ksar offre une vue imprenable sur la Palmeraie et sur le Haut-Atlas. Le voyage touche à sa fin. La voiture reprend la route du retour. Direction Marrakech. La neige est tombée sur le Haut-Atlas comme l'avait redouté Mustapha. Heureusement, la route reste accessible, ce qui évitera un détour de plusieurs kilomètres. Marrakech, ville impériale, capitale du Sud et 4e ville du Maroc, est aussi connue sous le nom de ville rouge, ville ocre. Nichée au pied du Haut-Atlas, Marrakech attire chaque année les touristes par la richesse de son patrimoine architectural et par la renommée de ses souks. La place Djemma El Fna offre un spectacle permanent où se mêlent charmeurs de serpents et tatoueurs de henné au milieu de gargotes de toutes sortes. Les souks offrent un artisanat infiniment varié, que l'on découvre en déambulant dans cet immense labyrinthe. On y trouve aussi des produits frais et des spécialités culinaires. La tête de mouton, par exemple, cuite à la vapeur pendant plus de 5 heures, est un mets dont les Marocains raffolent. Elle se déguste avec un simple assaisonnement de sel et de cumin. Les morceaux les plus tendres sont les joues. Les petits pains ronds à la croûte tendre, faits dans les fours à bois, sont aussi un vrai régal.
C'est la fin du voyage. Pour la dernière fois, nous retrouvons Isabelle près de la place Djema El Fna. J'arrive à la fin de mon voyage dans le sud marocain. C'est la première fois que je visite ce pays. Ce qui m'a beaucoup touchée avant tout, c'est l'hospitalité marocaine, surtout dans le sud-sud marocain, où les gens vous accueillent toujours avec des mots de bienvenue, sourire et puis le traditionnel thé à la menthe. Et puis c'est aussi la rencontre avec les femmes de Tamgrout, avec cette coopérative de femmes qui aujourd'hui essayent de s'émanciper en travaillant, en essayant de gagner un salaire et puis en prenant des cours, voilà, pour apprendre à lire et à écrire. Ça a été une très très belle rencontre, quelque chose de très émouvant pour moi. Émotionnellement, c'était voilà, très touchant. J'ai trouvé vraiment ces femmes très très belles. Voyager au Maroc, c'est renouer avec des traditions millénaires. C'est découvrir des paysages, des reliefs et des couleurs aussi contrastés que saisissants. Mais c'est aussi la rencontre avec un peuple qui marque l'âme. Comme l'écrivait le peintre Eugène Delacroix, l'aspect de cette contrée restera toujours dans mes yeux. Les hommes et les femmes de cette forte race s'agiteront tant que je vivrai dans ma mémoire.